Téléspectateurs de la région de Mopti, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Regard croisé. Ce numéro sera exclusivement consacré à la problématique de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali, notamment comment vivre avec le VIH-Sida sans infecter son partenaire. Pour développer cette thématique, nos invités sont le professeur Daouda Kassoum Menta du Centre d'excellence adulte de Point G. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Notre deuxième invité est Dr Al-Mustafa Maïga, virologue au niveau du Gabriel Touré. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir. C'est Dr Maïga, hein, on le dit, monsieur, vous tenez à... Notre troisième invité est Dr Cheikh Oumar Ba de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Bonsoir, docteur Ba. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Notre quatrième invité est docteur Yacouba Abakoulibaly du Centre d'excellence pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré. Bonsoir, docteur Koulibaly. Bonsoir. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Et, professeur, je vais commencer par vous, la problématique de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali. Dites-nous, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida? Ok, je vous remercie. Peut-être que je vais prendre la parole comme vous l'avez dit en première position, Oui. parce que je suis le président du comité scientifique, sinon c'était, je crois, qu'à la cellule de nous mettre dans le bain. Oui. Il n'y a pas de problème. La prise en charge actuellement au Mali est à un niveau assez respectable et élevé. Oui. Parce que il faut comprendre quel est l'intérêt même de la prise en charge. C'est ça aussi. L'intérêt tourne. On assure la prise en charge, c'est un sujet. Il s'agit d'une personne infectée par le VIH qui se rend dans un centre, Oui. et qui doit recevoir un paquet de soins. Oui. Et ce paquet de soins comporte un certain nombre d'éléments. Bien sûr, à savoir, il y a ce qu'on appelle le volet biologique, qui, en dehors même du dépistage, comporte des examens d'accompagnement. Ensuite, il y a le volet thérapeutique, qui consiste à traiter, autrement dit, à inhiber la multiplication du VIH en lui-même. Oui. Et l'autre aspect, Oui. c'est l'accompagnement psychologique. Oui. C'est ça. Donc, c'est un paquet de soins. Ok. Et je crois que l'ensemble de ce paquet se trouve réuni au niveau du Mali. Ok. Et docteur Yacouba Abak, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, décortiquer ces paquets de soins, cette chaîne de prise en charge? Ok. Alors, le paquet de soins que le patient bénéficie en matière de prise en charge du VIH, Oui. il y a le paquet d'abord qui concerne la biologie. Si la personne est dépistée positive, il y a l'accompagnement psychosocial. Oui. Voilà. Il y a l'accompagnement psychosocial. Social, oui. Il y a la prise en charge, donc, qui consiste à voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées Oui. à cette maladie infectieuse-là. Oui. Ensuite, maintenant, quelles sont les voies et moyens pour faire un traitement complet, Oui. voilà, jusqu'à la dispensation des médicaments. Ok. Est-ce que vous avez des ajouts à faire à ce stade? Oui, au-delà de ce qu'ils ont dit, la prise en charge ici au Mali, c'est global. Oui. Donc, il ne s'agit pas seulement de donner le médicament aux malades. Donc, au-delà du médicament, il faut assurer une prise en charge psychologique et sociale. Il faut assurer également une prise en charge économique, si le besoin y est. Ok. Donc, il faut assurer également une prise en charge nutritionnelle du malade. Donc, je dirais que la prise en charge ici au Mali se porte assez bien. Et Quand vous dites la prise en charge nutritionnelle du malade, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez des vivres aux porteurs de ce virus? Et dans la limite de nos possibilités, oui, il faut savoir que le VIH, c'est une maladie qui entraîne une augmentation des dépenses énergétiques du patient. Donc ça veut dire que les personnes vivant avec le VIH ont beaucoup plus de besoins nutritionnels qu'une personne en temps normal. Oui. Donc ils doivent recevoir des conseils par rapport à leur nutrition et aussi bénéficier des appuis pour ceux qui n'en ont pas, pour que voilà, ils puissent mieux vivre avec la maladie. Ok, d'accord. Et docteur Maïga, vous avez des ajouts? Oui,
En fait, moi je suis biologiste, donc je vais beaucoup plus m'accentuer sur le volet biologie. Quand on donne les traitements aux gens, il y a tout un suivi qu'on fait sur le plan biologique pour être sûr que les paramètres biologiques suivent et que, je vous donne juste un exemple, il y a des traitements qu'on donne qui ont un impact sur le rein, par exemple. Et donc il faut qu'on contrôle la fonction rénale, on contrôle la fonction du foie, on contrôle toutes les autres fonctions pour être sûr que ces médicaments n'entraînent pas vraiment un dysfonctionnement au niveau des autres organes. Donc en plus de ça, il y a tout un volet de biologie qu'on va surveiller aussi pour les traitements, pour être sûr que les traitements sont efficaces sur le virus qu'on est en train de donner, et ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle compter les cellules CD4. Les CD4, c'est les cellules qui vont défendre notre organisme, pour voir est-ce que ces cellules sont en taux normal ou bien ils sont en taux diminué. Et aussi, on va quantifier aussi le virus pour voir est-ce que les médicaments arrivent à neutraliser le virus. Ce qu'on appelle dans notre jargon commun, on appelle ça la charge virale. Donc on verra si les traitements marchent bien, la charge virale sera indétectable, c'est-à-dire qu'on ne verra pas de virus dans le sang qui circule. Ok. Professeur, qu'en est-il de l'efficacité des traitements que vous donnez aux malades? Très bien. Alors, le traitement, comme mes autres collègues viennent de le dire, le docteur Ba a insisté sur l'aspect nutritionnel. Effectivement, la réponse, le succès thérapeutique, quelque part, est inhérent à l'état nutritionnel du patient. Donc, ceci est un volet très, très important. Alors, quand on parle du traitement, vous avez le traitement directement qui concerne le virus et le traitement qui concerne les maladies associées au virus, qu'on appelle le traitement des infections opportunistes. Alors, le traitement directement qui concerne le virus, c'est ça, les antirétroviraux. Et ces antirétroviraux, en tout cas les dernières molécules telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, nous les disposons aujourd'hui actuellement au niveau du Mali, parce que depuis 2019, nous avons actualisé notre document de politique de prise en charge et qui a été dispensé au niveau national. C'est dire donc c'est un document qui est en application en ce moment. Et le virologue vient de vous le dire, que le traitement doit être accompagné par un paquet, un faisceau d'examens complémentaires. Il y a dans certaines situations, quand le malade vient dans un état épuisé, effiloché, il va falloir faire a priori ce bilan pour savoir est-ce qu'il supporte les schémas. Mais quand il vient dans un état où il est à un stade asymptomatique ou un peu plus ou moins malade, alors là, on peut instituer le traitement et faire le bilan plus tard. Donc, c'est vous dire que le traitement antirétroviral, nous l'avons à notre niveau, et toutes les fois que les diagnostics des infections opportunistes sont posés, ils ne pas à 100%, mais dans une certaine proportion, nous arrivons à nous procurer des traitements contre les infections opportunistes. Et Dr Ba, nous vivons une période, en tout cas, de Covid-19. Est-ce que cette pandémie a impacté sur l'acheminement peut-être de la prise en charge même des malades? Est-ce que ça a impacté sur la chaîne de la prise en charge des malades? Oui, forcément. Covid, c'est une maladie qui a impacté tout le monde, et notamment la prise en charge aussi. Mais il faut savoir que dans la prise en charge du VIH, on a su s'adapter. Donc on a développé des stratégies qui se sont adaptées à la nouvelle situation. C'est pourquoi on peut garantir aujourd'hui que les médicaments n'ont pas manqué aux malades depuis le début de la maladie. Et également, au début de cette nouvelle maladie qui est la Covid-19, je crois on n'avait pas une idée précise de la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH par rapport à cette maladie. Donc, on a développé d'autres stratégies qui font en sorte que les malades vont rester en dehors le plus longtemps possible, autant que nécessaire, en dehors des formations sanitaires. Parce que, ils étaient considérés comme potentiellement contagieux, tout ça. Donc, on a développé des stratégies qui font qu'on a donné plusieurs mois de dispensation de médicaments aux malades afin qu'ils puissent rester à la maison. Donc, pour la plupart, ils ne venaient à l'hôpital que quand c'est nécessaire.
et avec plusieurs mois aussi de dotation. Ça les éloigne un peu des formations sanitaires. Ok. Et Dr Koulibaly, est-ce que vous avez pu évaluer l'efficacité de ces nouvelles mesures prises dans ce contexte de Covid-19 dans le cadre de la prise en charge des malades? Oui, effectivement, comme il l'a si bien dit, avec l'avènement de la nouvelle maladie qui est la Covid-19, donc on a adopté beaucoup de stratégies qui fait que les patients viennent moins à l'hôpital. Surtout en ce qui nous concerne à la pédiatrie, c'est les mamans qui amènent les enfants. Donc, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas venir seul à moins qu'il ne soit à un certain âge. Donc, les parents viennent avec les enfants, ça fait 2 personnes déjà. Alors, donc, on a élaboré des stratégies qui font que les patients viennent, ils ne font pas de rang, donc ils viennent seulement, dans la plupart des cas, c'est des patients qui sont en bon état de santé, ils viennent seulement pour le renouvellement d'ordonnance. Donc, on fait ces renouvellements d'ordonnance sans les faire attendre beaucoup, et sauf si c'est nécessaire que leur état nécessite une prise en charge quelconque, donc ils vont passer à la consultation et puis on va diagnostiquer cela et associer un autre traitement. Okay. Voilà. Et docteur Maïga, la Covid-19 quand même c'est des mesures là, le respect de certaines mesures. Est-ce que ces mesures là constituent aujourd'hui une opportunité dans le cadre de la prise en charge des malades du sida par exemple, ou même dans le cadre de la maîtrise du taux de contamination, de la chaîne de contamination? Oui, vous savez que Covid est venu avec beaucoup d'impact, mais aussi ça a permis de réfléchir et de faire différemment ce que nous sommes en train de faire. Et pour la première fois, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. On n'est pas obligé d'être là pour les faire. Et c'est ça, toute la formation, toutes les pratiques, la téléconsultation, voir les malades à distance, et parler avec les malades, discuter avec les malades, tout ceci a permis de révolutionner. Mais au-delà de tout ça, vous savez que dans le domaine de la biologie, c'est les mêmes laboratoires qui font le diagnostic Covid et c'est les mêmes laboratoires qui font aussi le diagnostic VIH, qui font la biologie pour les malades qui sont infectés par le VIH, ainsi de suite. Et donc, ça nous a amené à faire une réorganisation des priorités pour prioriser certaines activités. Je vous donne juste l'exemple, l'INSP qui faisait beaucoup de charges virales se retrouve aujourd'hui débordé par le diagnostic Covid et donc on a redirigé maintenant les patients vers d'autres centres tels que l'UCRC CEREFO et d'autres pour faire le maximum de charges virales pour suppléer. Donc aujourd'hui, ça nous a fait réfléchir sur le respect des mesures barrières au niveau des hôpitaux. Je vous donne l'exemple de Gabriel Touré. On a dit, chaque malade qui paye son ticket de consultation, on lui remet 2 masques. Un masque pour lui-même et un masque pour son accompagnant. Parce qu'on sait que les malades ne viennent jamais seuls à l'hôpital. Et donc ça va limiter un peu. Et on demande aux gens, aux médecins, de faire en sorte que les malades ne durent pas longtemps à l'hôpital. Parce que plus vous restez dans des lieux confinés, plus le risque d'avoir la maladie est élevé. Et donc, tout ça a révolutionné notre système de santé. Et je pense qu'on n'a pas fini encore de s'adapter encore à cette maladie. Ok. Ce décor étant planté, professeur, la question aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement possible de vivre avec le VIH-Sida sans pour autant contaminer son partenaire? Très bien. Alors, je vous ai dit que la prise en charge en soi comporte le dépistage. Et la prise en charge. Le dépistage, c'est qui est porteur du virus. Qui est porteur. Et ça, c'est par le dépistage. Donc, dans ce volet, il faut que la population générale comprenne que autant on est, en tout cas, on circule, on mène des activités, on doit se faire dépister. Aujourd'hui, les gens vont spontanément se faire dépister de la Covid. Quand vous dites que lorsqu'on mène des activités, quel genre d'activités? Vous avez toutes nos activités à un certain brassage au sein de la population. Vous avez la transmission du VIH, c'est soit c'est la voie sexuelle, c'est la voie sanguine, c'est la transmission mère-enfant et autres. Mais donc, vous voyez, nul n'est à l'abri, même le personnel médical qui assure les soins n'est à l'abri. Il faut avoir le flair et le réflexe de se faire dépister toutes les fois qu'on a un facteur de risque. Le dépistage, il est gratuit. Donc, si vous connaissez votre statut, vous êtes protégé. Mais si vous êtes ignorant, vous êtes un danger pour vous-même et vous êtes un danger pour la communauté. La première des choses, c'est ça. Donc, il faut révolutionner le dépistage. Amener les gens à se faire dépister. Qu'on ne comprenne pas qu'avoir le sida, c'est la fin du monde.
Ça, c'est la première des choses. On peut bel et bien vivre avec le VIH. Oui. L'autre aspect, c'est une fois qu'on a le VIH, aujourd'hui, la stratégie du Mali, c'est le test and treat. Vous êtes dépisté, au bout d'une semaine, maximum, le délai maximum, c'est au bout d'une semaine, vous êtes traité. Et les schémas thérapeutiques que nous avons sont en mesure de vous amener à un stade de détectabilité. Et quand vous êtes indétectable, vous ne transmettez pas. On dit I égale à I. Indétectable égale à intransmissible. Oui, mais qu'en est-il aussi de la fiabilité de ces tests-là? Que certains émettent des doutes sur la fiabilité de ces tests. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire d'autres, il existe des patients qui ne veulent jamais. Ils croient que le VIH, c'est les autres. Ce n'est pas eux. Quand vous dites qu'ils ont le VIH, ils disent non, ce n'est pas possible. Ils vont ailleurs. Ou bien souvent, ils mettent ça dans leur portefeuille, en tout cas dans leur enveloppe. Un jour, ils viennent se brancard à l'hôpital, on fouille leurs documents, on trouve là-dedans les dépistages. Parce qu'ils croient que le VIH, c'est les autres, c'est pas eux. Personne n'est au-dessus d'une maladie. Tout le monde peut contracter une maladie, quoi qu'on soit. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Dès que vous partez voir le virologue, vous partez voir le biologiste, il vous fait le test rapide. Et on a des tests rapides, on vous fait 2 tests. Et quand il y a une contradiction, on fait un troisième pour discriminer. Donc là, vous ne pouvez pas aucunement nier la fiabilité de ces tests. C'est des tests qui ont fait leur preuve. Okay. Docteur, est-ce que vous avez reçu des cas où les personnes dépistées ont quand même émis des doutes sur les résultats de vos tests? Oui, ça peut arriver. Toute personne. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter dans ce sens? Bon, des anecdotes, il y en a plein. Quand je faisais encore la prise en charge au niveau des structures de santé, il m'est arrivé de dépister des personnes, je ne qualifierais pas de hommes ou bien de dames. Ils vont dire que non, ce résultat-là est carrément faux. Moi, je me suis dépisté il n'y a pas plus tard que, voilà, il y a un mois, on m'a dit que c'est négatif. Il y a des gens même qui m'ont amené des copies signées et de tests négatifs. Alors que moi, les tests que j'ai faits, j'ai confiance. Vous savez, la fiabilité de ces tests-là, les tests que nous utilisons au Mali ici, c'est très fiable. On dit leur sensibilité, ça va au-delà de 99%. Ça veut dire qu'il y a 99,99% de chances que le résultat qu'il donne, quand c'est négatif, il dit que c'est négatif, c'est que c'est confirmé par n'importe quel bon test. C'est négatif. Il n'y a rien à faire. Et chose aussi qu'on a du mal à vérifier aujourd'hui, on a mis, le programme quand même a mis les prestataires ou même quiconque en défi, comme quoi si vous avez un résultat contradictoire, de le notifier, d'amener les échantillons sur lesquels ça s'est passé, et les gens n'arrivent pas à documenter ces résultats contradictoires-là. Donc on peut dire que voilà, on a confiance totalement à ces tests de dépistage. Ouais. Voilà, pour rebondir, je voudrais contribuer un peu par rapport à la question que vous avez posée. Peut-être on va revenir, on va rester sur la question du test, là, de la fiabilité des tests. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, comme ils l'ont dit, les tests là sont très fiables parce qu'on ne met pas quelqu'un sur le traitement sur la base d'un seul test. On va faire d'abord le premier test. Si le premier test est positif, on cherche à confirmer cela ailleurs, dans un laboratoire différent du premier test. Donc, les 2 tests positifs, la personne est éligible pour le traitement. Comme le professeur Mental l'a dit, si le deuxième test est négatif alors que le premier était positif, on fait un 3e test et on prend les 2 concordants. Voilà. Donc c'est comme ça on met quelqu'un sous traitement. Donc ça ne peut pas être un résultat douteux. Déjà 3 labos ou 2 labos qui confirment que c'est positif, donc c'est un patient qui est éligible sur le traitement. Ok, docteur Maïga, est-ce que vous en tant que biologiste et laborantin, est-ce qu'il vous arrive souvent que vos tests, vos instruments de test vous trahissent? Alors, il y a eu des cas où on a eu des tests qui étaient douteux, dont on ne faisait pas confiance parce que on fait un premier test qu'on appelle le test de screening, qui est très sensible. C'est-à-dire qu'il est tellement sensible que, comme ils l'ont dit, c'est 99,99%. Donc lui, en général, il ne rate pas quelqu'un. Quand tu es positif, il ne te rate pas. Donc pour être sûr qu'on confirme bien, on fait un 2e test. Et donc, si on voit que le 2e test nous dit que tu es positif, en ce moment, on confirme que tu es positif. Maintenant, on a eu des cas où on avait un 2e test qui était douteux et dont on doutait. Et quand on doute, on fait un 3e test. Et c'est ce qui nous a fait reculer en arrière pour refaire des tests et une batterie de tests sur des échantillons qui sont déjà connus positifs. On fait des batteries de tests,
on a réussi à discriminer des tests qui n'étaient pas bons. On a alerté au niveau national, sous-régional, international. Ces tests ont été retirés par l'Organisation mondiale de la santé et aussi par le Fonds mondial de lutte contre le sida. Oui. Donc il arrive qu'il y ait des tests qui ne sont pas bons, mais c'est très rapidement contrecarré parce qu'on fait des études préliminaires pour être sûr que ces tests ne puissent pas être diffusés. Je rassure aujourd'hui que les tests qui sont utilisés au Mali sont vraiment très fiables pour les adultes et pour les enfants, parce que ce n'est pas les mêmes tests qu'on fait. Pour les adultes, c'est des tests rapides que nous faisons sur les bouts du doigt ou sur le sérum. Pour les enfants de moins de 18 mois, on fait des tests de PCR, comme on fait PCR Covid. Oui. On fait la PCR qui est de la biologie moléculaire, qu'on appelle le gold standard en termes de biologie pour rendre un résultat négatif. Ça va détecter l'ADN du virus s'il est présent chez l'enfant, oui ou non. Okay. Si c'est là, ça veut dire que l'enfant a le VIH. Okay. S'il n'est pas là, l'enfant n'a pas le VIH. Dernière contribution, c'est que les gens peuvent faire un test qui est négatif un mois avant et vous allez revenir après, votre test sera positif encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un délai d'exposition. Le professeur Mental l'a rappelé. Les voies de transmission sont d'abord le sexe, les rapports sexuels, sous toutes ces formes non protégées, c'est-à-dire qu'on ne porte pas de préservatif. Donc c'est sur toutes ces formes, et la transmission avec le sang, c'est-à-dire qu'on va se couper avec des objets tranchants, et la transmission de la mère à l'enfant. Oui. Ces trois modes de transmission sont établis, et quand on est exposé, c'est-à-dire que quand on fait des rapports sexuels sans préservatif, on est à risque d'avoir le VIH, surtout si on ne connaît pas le statut de son partenaire. Oui. D'accord. Professeur, pour revenir à la question centrale, aujourd'hui, est-ce que scientifiquement, vous, en tant que professeur, il est possible de vivre avec le VIH sans contaminer son partenaire? Effectivement, il est possible, je vais vous expliquer, j'ai dit, mais il faut se poser la question, pourquoi il faut se traiter? Je suis patient infecté. Le virologue a dit que donc j'ai mon immunité qui est réduite. L'objectif, c'est d'aller à amplifier votre immunité et à inhiber la réplication du virus jusqu'à un stade d'indétectabilité. Tout ceci, c'est pour vous apporter un mieux-être. Un mieux-être en termes de santé. Un mieux-être dans le cadre de votre mode de vie. Un mieux-être sur le plan santé publique parce que vous n'allez pas transmettre. Donc si vous êtes dépisté, vous n'êtes pas séro-ignorant, vous êtes séro-positif, dépisté, traité, adhérent au traitement, indétectable, eh bien, vous vivez avec le VIH sans infecter. Okay. Docteur Ba, la même question. Oui. Et pour ne pas contaminer ou transmettre la maladie à son partenaire, comme on l'admet tous ici, il faut se faire dépister. Et le gros problème ici au Mali, c'est le dépistage. Et si on prend les données au niveau programmatique pour voir, on a un nombre estimé de personnes vivant avec le VIH. Mais pour l'instant, au Mali, on n'en a pu dépister que la moitié. Et l'autre moitié est là, ne sachant pas qu'ils sont réellement infectés par le VIH. Donc, notre premier problème, c'est vraiment le dépistage. Et on a dit... Donc, il y a moins d'engouement de la population autour de la question du dépistage. Et il y a moins d'engouement de la population, ça dépend aussi des stratégies. Explique ces facteurs-là. Pourquoi les personnes sont moins réticents quand il s'agit de se faire dépister, sont plus réticents? C'est pas forcément une réticence, c'est parce que voilà, ils ne voient pas l'intérêt ou bien ils n'ont pas l'opportunité. Ils n'ont pas l'opportunité parce que tout simplement dans les stratégies de dépistage que nous proposons, il n'y a que deux modèles de dépistage ici au Mali que nous utilisons. C'est-à-dire vous êtes conscient, vous connaissez le VIH, vous faites la démarche volontaire d'aller vous faire dépister. Ça, on appelle ça le dépistage volontaire. Ou bien, voilà, vous êtes malade, vous venez faire une consultation, le médecin ou bien voilà, l'agent de santé, il voit les signes de VIH chez vous, il vous propose le dépistage. Ça, c'est les deux modèles. Donc, ça veut dire que toute personne qui n'initie pas la démarche d'aller vers une structure ne reçoit pas de dépistage. Alors qu'on sait que le VIH, c'est une maladie chronique. On peut vivre avec sans être malade. Ça, c'est comme chose de la plupart des personnes. Alors, pour toucher ces personnes,
on a proposé des choses, on a modifié, il y a eu des recommandations de l'OMS, tout ça. Et le pays a adopté ces stratégies-là, ces recommandations. Donc c'est quoi? Le Mali est très vaste, 20 millions d'habitants. Donc on a une prévalence faible, 1,1 million. Ça veut dire pour avoir un cas positif, il faut dépister à peu près 100 personnes. Ouais. Donc on n'a pas le moyen de le faire. Donc il faut que le dépistage soit focalisé. Par ailleurs, on a dans la population, on sait qu'il y a des groupes de personnes à travers leur comportement sexuel. Donc ils prennent des risques, ils ont des risques et la prévalence du VIH est élevée chez ces groupes de personnes-là. Oui. Donc c'est ces personnes qu'il faut cibler. Oui. Et également, on veut mettre le focus sur le dépistage des cas index. C'est-à-dire une personne qui est infectée par le VIH aujourd'hui, donc il a forcément des contacts, il a des partenaires sexuels, il a des enfants. Donc à travers cette personne qui est dans la file active, donc aller chercher les autres contacts qui sont à risque d'infection à VIH. Okay. Donc il y a une batterie de stratégies vraiment qui sont proposées aujourd'hui pour qu'il y ait plus d'engouement pour le VIH et pour le dépistage du VIH. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces batteries de stratégies pour que la population quand même puisse aller massivement se faire dépister? Oui, le dépistage ici, les gens ont de moins en moins à accepter, pour plusieurs raisons. Oui. Parce que il y a certains qui veulent ne pas connaître leur statut que de leur dire qu'ils sont infectés par le VIH. Donc il y a cette psychologie dans leur tête. Je connais beaucoup de gens dans la prise en charge. Moi, je fais la prise en charge pédiatrique. J'ai dépisté des enfants. Ils ont été mis sous traitement. Maintenant, je dis, bon, la plupart des enfants, ils ne connaissent pas de rapport sexuel. Donc, eux, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Alors, donc, si c'est la transmission de la mère à l'enfant, ça veut dire que leur infection, la source est parentale. Et certainement, les parents ignoraient leur statut. Voilà, tout à fait, les parents ignoraient. Donc, maintenant, si on propose le test aux parents, ils disent que non, il faut qu'on traite l'enfant d'abord. Ils vont rester comme ça dans le soin. Ils ne vont pas connaître leur statut. Si tu les pousses à bout, ils vont abandonner l'hôpital pour aller ailleurs. Non, même pas ailleurs. Ils vont aller et puis l'enfant ne va pas recevoir de soins. Voilà. Donc, les gens sont très, très réticents par rapport au dépistage. C'est ça qui fait que... Est-ce que cela ne traduit pas l'échec de la politique sanitaire de notre pays, finalement? Professeur, vous avez... Oui, c'est-à-dire... Allez-y. La stratégie nationale et internationale, c'était les 3 fois 90. Dépister 90% de la population. Traiter les 90% dépistés et rendre indétectables les 90% traités. Donc en les rendant indétectables, ils ne constituent pas un danger pour la communauté. Comme le dit le docteur Alba, effectivement, c'est la réticence. Quand vous regardez les statistiques internationales, c'est surtout la partie Afrique centrale et la partie Afrique de l'Ouest qui demeure en reste par rapport au dépistage. Et quand vous prenez cela aussi, c'est la partie Afrique de l'Ouest. Et quand vous prenez la partie Afrique de l'Ouest, le Mali fait partie de cette portion du pays où le dépistage n'a pas atteint le niveau escompté. Il y a ce que vous voyez, la stigmatisation. La stigmatisation. Une stigmatisation familiale, une stigmatisation professionnelle, une stigmatisation environnementale. Donc le sida, c'est une maladie, la honte encore. Oui. Ça. Malgré la disponibilité de médicaments efficaces, ça reste encore une maladie de la honte. Ceci est un facteur bloquant. Ceci est un facteur bloquant. Sinon, les stratégies, il l'a dit, c'est vous qui venez volontairement, ou c'est le médecin qui sent un signe, il voit un symptôme, il dit attention, ce symptôme plaide en faveur du VIH. Il vous dépiste. Troisièmement, il y a la transmission mère-enfant. Quatrièmement, vous avez les tests, les autotests. Vous avez aujourd'hui des tests qui, à la maison, qui vous mettent la puce à l'oreille, que vous pouvez faire au fond de votre chambre, qui vous mettent la puce à l'oreille pour dire attention. En tout cas, vous êtes réactif. Allez-y, cherchez à savoir si vraiment vous êtes positif ou non. Voilà des stratégies. Et pour aller au maximum, il y a ce qu'il a dit, les groupes, les populations, dites populations clés. Et ces populations clés, par exemple, quand vous prenez les professionnels du sexe, les professionnels du sexe ont ce qu'on appelle les partenaires primaires et secondaires. Primaire, ça c'est le titulaire.
Les secondaires, c'est ceux qui viennent se servir. Tout ceci mérite d'être dépisté. Alors, si on arrive à mettre la main sur tous ces gens, nous allons atteindre le niveau escompté. Donc, voilà, il faut étendre les stratégies, aller vers toute cette population pour atteindre vraiment le niveau escompté. Le virologue, il vous dit avant de donner la parole à Maïga, Dr Maïga, vous étiez sur une lancée, allez-y. Voilà, donc c'est ce que je disais, il y a une réticence au niveau de la population qui fait que, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre le taux maximum de dépistage. Voilà, cette réticence est due à beaucoup de facteurs. Tu vas trouver quelqu'un qui a perdu son mari. Voilà, donc maintenant pour X raisons, elle ne connaît pas pourquoi le conjoint est décédé ou bien la conjointe est décédée. Maintenant, un beau jour, l'enfant tombe malade, on amène l'enfant à l'hôpital. On fait le traitement, ça ne marche pas. On va dire, bon, tiens, il faut voir s'il n'y a pas une infection derrière. On fait le dépistage, l'enfant, il est positif. Maintenant, si l'enfant est positif, on remonte maintenant aux parents. Parce que l'enfant a reçu comment? On vous l'a dit, la transmission, c'est la voie sexuelle, c'est les produits sanguins et également la transmission mère-enfant. Un enfant qui est infecté, on va dire que, bon, lui, il ne connaît pas la voie sexuelle. Donc, probablement, plus sûr, c'est la transmission mère-enfant. Maintenant, si on veut dépister ces parents-là, il y a une réticence pour certains. Voilà. Ok, docteur Maïga. Non, merci. Je rebondis sur ce que vous disiez tout de suite. C'est que le sida, c'est une maladie de la honte. Mais en plus, c'est une maladie qui est dans le commun des mortels, que c'est la mort. Quand on a le sida, c'est égal à la mort. Malgré les efforts. C'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des traitements qui sont efficaces et des traitements qui permettent de vivre avec le VIH comme toute personne normale. Il y a des études qui ont été réalisées qui ont démontré que quand on suit les traitements et qu'on est dépisté très tôt de la maladie et qu'on est sous traitement, on a la même espérance de vie, l'espérance de vie que quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH. C'est quoi le problème ici, en fait? C'est le diagnostic tardif de la maladie. Les gens vont à l'hôpital quand ils sont très malades. D'abord, ils vont d'abord voir les guérisseurs, les féticheurs pour prendre des médicaments. On leur dit que non, c'est telle personne qui t'a fait des trucs, machin. C'est quand ça va pas, ils ont perdu le boulot, ils ont déjà financièrement tout donné aux féticheurs et aux marabouts. C'est en ce moment qu'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus aller travailler. C'est en ce moment qu'ils viennent à l'hôpital. Ils sont très malades. Et maintenant, quand on est très malade, les chances de s'en sortir, c'est pas minime, mais les chances de s'en sortir, voilà, diminuent en fait. Et donc, vous tombez très malade. Et donc, la stratégie au niveau international que le Mali a adoptée depuis plusieurs années, c'est le dépistage précoce. Dépister tout le monde avant même que vous ne tombez malade. Si vous connaissez votre statut et que vous êtes traité pour votre maladie, les médicaments vont neutraliser le virus dans votre organisme et vous ne transmettez pas le virus. Vous ne donnez pas le virus à votre partenaire. Quand vous allez vous marier, aujourd'hui, on a des couples qui sont infectés par le VIH, le monsieur est infecté ou la femme est infectée, ils font des rapports sexuels sans préservatif, ils font des enfants qui n'ont pas le VIH. On a plusieurs exemples aujourd'hui et c'est ça qu'il faut, c'est là où on doit arriver. Pour y arriver, je pense que le Mali doit faire le bon. Au-delà des populations clés, parce qu'ils ont raison, on a vu qu'en Europe, c'est 99% des nouvelles infections, c'est les populations clés, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les femmes travailleuses de sexe, et ainsi de suite. En Afrique subsaharienne, c'est 70% les populations clés aujourd'hui. Et donc, il faut aller vers les populations clés. Au-delà des populations clés, il faut aller aussi avec les tradithérapeutes et les guérisseurs, les féticheurs. Ce sont les premiers médecins, en fait. Quand les gens, ça ne va pas chez eux, c'est là où ils vont d'abord avant d'aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est le dernier recours. Et donc, on doit sortir un peu de notre contexte pour moderniser notre stratégie de dépistage pour faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum, dépister les gens pour les mettre sous traitement et ça va limiter la transmission du VIH. Ok. Et docteur, allez-y. Oui, il y a d'autres stratégies aussi que le Mali a adoptées parce que c'est là qu'il s'agit. Bien sûr, il y a le dépistage communautaire.
la cellule a monté toute une stratégie aujourd'hui pour qu'au niveau de la communauté, on puisse faire le dépistage sans déranger quiconque que ce soit, et dans la plus grande clandestinité et dans le plus grand respect du secret professionnel. Il y a l'autre aspect, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la prévention pré-exposition. En dehors même du traitement du malade. Vous avez la prévention post-exposition et la prévention pré-exposition. La prévention post-exposition, c'est quand vous avez couru le risque. Vous avez couru le risque, un médecin qui soignait un patient infecté par le VIH se pique la main, on le met sous un traitement afin qu'il ne soit pas, que ce virus ne passe pas dans la circulation générale, afin qu'il ne fasse pas l'infection. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement post-exposition. Maintenant, le traitement pré-exposition, ça veut dire qu'il faut prendre des antirétroviraux parce que vous risquez de, vous allez rentrer dans une situation de risque d'infection du VIH. Vous voyez, vous allez rentrer dans le virologue vous a dit que vous avez des couples qui sont mariés. Il y a madame qui est l'épouse est VIH, le mari est VIH négatif. Eh bien, le mari peut prendre des ARV. Et puis, quand les ARV, bien sûr, reconnus, efficaces dans la prévention pré-exposition, et il n'aura jamais le VIH. Même s'il s'accouple avec la dame qui est VIH positive. Parce qu'il court le risque. Il sait qu'il va vers ça, donc il prend les dispositions avant. Et il y a une stratégie de prise, un calendrier de prise de médicaments. Parce que vous allez vous exposer, vous prenez, c'est ce qu'on appelle la PrEP. Donc voilà un certain nombre de stratégies que le Mali a adoptées pour aller à réduire le risque de transmission. Donc tout ça, ça rejoint votre thème. Docteur Ba, est-ce que vous disposez d'autres arguments qui vous fondent à affirmer qu'on peut bel et bien vivre avec le VIH-Sida sans pour autant contaminer son partenaire? Bien sûr, je crois qu'il y a deux choses à retenir. Et pour ne pas infecter son partenaire, c'est-à-dire qu'il faut se dépister, prendre les ARV. Si vous pouvez parler dans un langage moins technique. Donc il faut se dépister pour savoir si on est infecté par le VIH. Et si on est infecté par le VIH maintenant, prendre les médicaments destinés à traiter le VIH qu'on appelle les antirétroviraux ou bien ARV. Voilà. Et les ARV que nous avons maintenant dans notre protocole, le professeur Mental a dit, on a changé de protocole récemment pour adopter d'autres stratégies. Vous savez, le traitement qu'on prend actuellement en première intention, c'est-à-dire si vous êtes infecté par le VIH, le premier médicament qu'on vous donne, c'est un médicament tellement efficace qu'il vous donne l'indétectabilité au bout de 3 semaines de prise. Alors que l'ancien protocole, il fallait attendre jusqu'à 6 mois de prise pour avoir l'indétectabilité. Tout ça, c'est parce qu'on vise l'objectif de l'élimination du VIH d'ici l'horizon 2030. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il faut se dépister, prendre les médicaments et être indétectable. Quand on est indétectable, et Al-Moussafa l'a dit, on n'a pas de virus dans le sang circulant, donc on n'est pas susceptible de transmettre le VIH. La deuxième chose, le professeur Mental a dit, ça c'est vraiment la PrEP. C'est une nouvelle stratégie que le pays a intégrée dans son arsenal et ça consiste à faire prendre des médicaments, c'est-à-dire des antirétroviraux, par une personne qui n'est pas infectée, parce que il va prendre des risques qui peuvent faire en sorte qu'il va contracter le VIH. Ça, c'est les deux stratégies phares que nous avons vraiment dans notre arsenal thérapeutique pour éviter que les personnes se contaminent. Ou bien voilà. Parce que l'objectif, c'est vraiment de couper la chaîne de transmission. Ok. Docteur Coulibaly, et si on vous demandait également de convaincre les plus pessimistes sur cette question de contamination du partenaire. Ok, d'accord. Voilà, cette question de contamination, les gens ont du mal à comprendre si on n'est pas agent de santé. Bon, ce n'est pas chose difficile. Pour ne pas contaminer son conjoint, on dit d'abord que c'est un couple sérodiscordant. Un couple sérodiscordant, ça veut dire que l'un est infecté, l'autre n'est pas infecté. Alors, la personne qui est infectée, il faut qu'il accepte d'abord son statut. Ça, c'est le premier point. S'il accepte son statut, il va prendre régulièrement ses médicaments, qu'on appelle les ARV. Accepter son statut, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Accepter le statut veut dire que je suis conscient que j'ai le VIH. J'informe le partenaire. Oui,
Parce que tu informes le partenaire, bien sûr. Il faut que le partenaire soit au courant. Ce n'est pas aujourd'hui une maladie mortelle, comme Al-Moustapha l'a dit. On peut vivre avec le VIH vraiment et avoir une bonne espérance de vie comme les autres personnes. Alors, si tu acceptes ton statut, psychologiquement, tu seras à l'aise. La première des choses qui peut être un obstacle pour prendre les médicaments, c'est de ne pas accepter son statut. Ça, c'est le premier aspect. Mais si la personne accepte son statut, il va prendre régulièrement ses médicaments. Alors, si tu prends régulièrement tes médicaments, comme on l'a dit, l'efficacité de ces médicaments, ça va rendre la charge virale indétectable. Oui. Il l'a dit, si la charge virale est indétectable, c'est l'objectif du traitement et tu ne peux pas contaminer ton partenaire. Tu ne peux pas contaminer. Moi, je me réjouis de cela. Si les partenaires ne sont pas contaminés, bon, on ne va pas avoir d'enfants infectés. Voilà. Docteur, donc, c'est ça notre souci. Okay. Merci. Docteur Al-Moustapha, vos arguments également. Oui, pour convaincre nous, les pessimistes. Non, mais nous, on va vous convaincre parce que... pourquoi on va vous convaincre? Quand on fait le test, on vous dit que vous avez le VIH. On vous explique dans un langage très clair qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'une des stratégies, on va vous mettre sous traitement. On l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, c'est pédagogique. Les traitements qu'on va donner maintenant, ça a beaucoup changé. Oui. Il l'a dit, Dr Ba, c'est des traitements qui sont très efficaces actuellement. En 2 semaines, 3 semaines, la quantité de virus qui circule dans le sang est neutralisée. Oui. Au-delà de ça, il y a très peu d'effets secondaires. Avant, on avait des effets secondaires, on avait des troubles, on avait des sensations, on avait de la diarrhée, on avait des trucs. Maintenant, c'est fini. Un seul comprimé que vous prenez une seule fois par jour, très peu d'effets secondaires, il n'y en a presque pas. Et en 2 semaines, 3 semaines, vous neutralisez le virus dans le sang. Mais au-delà de neutraliser le virus dans le sang, vous savez ce que vous allez arriver à faire? Vous allez neutraliser le virus dans le sperme. Il n'y a plus de virus dans le sperme. Il n'y a plus de virus dans les sécrétions vaginales. Et donc, s'il n'y a pas de virus à ce niveau-là, on ne peut pas contaminer. On contamine à travers la voie sexuelle, qui est à peu près de 60 à 70% des cas d'infection en réalité. Et donc, on ne contamine pas. Donc, voilà la stratégie. Et quand on a ça, et les données sont très probantes là-dessus. Oui. Vous savez qu'en Europe, je donne l'exemple de la France, il y a presque plus de transmission de la mère à l'enfant. Tous les enfants qui sont nés de mères infectées en France, c'est nos sœurs qui sont là-bas, qui refusent, qui sont dans le déni de la maladie, qui sont dans l'inobservance. Les Français, c'est fini. Oui. Ils ont fini maintenant avec la transmission de la mère à l'enfant. Même la transmission hétérosexuelle, elle est presque terminée en France aujourd'hui. Les contaminations, c'est les populations clés. Oui. Et les populations clés, on l'a dit maintenant, il y a des stratégies de PrEP maintenant qui permettent la PrEP, prendre les médicaments sans être infecté et ça va vous protéger contre la vie. Oui. Mais le futur, c'est quoi en réalité? Oui. Le futur, c'est qu'on est en train de développer des médicaments qu'on appelle des formes injectables retard, c'est-à-dire on ne prend plus un comprimé par jour. On va faire une injection chaque 3 mois. Oui. Et à partir de l'injection chaque 3 mois, vous ne prenez plus de médicaments et vous êtes efficace et vous êtes protégé. Oui. Donc on va le faire non seulement pour ceux qui ont le VIH, ils ne vont plus prendre un comprimé par jour, c'est 4 injections dans l'année. Oui. Mais ceux qui sont à risque aussi, qui veulent faire la PrEP, vous voyez, je pense que même vous, si on vous dit qu'il faut faire une injection chaque 3 mois et que vous êtes tranquille, même si vous prenez des risques, vous n'allez pas avoir le VIH, vous serez content. Bien sûr. Et c'est ça l'avenir. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais laisser le soin à chacun de lancer un message à cette population malienne qui quand même suit cette émission. Okay. Voilà. C'est que le message que je vais lancer à l'endroit de la population, c'est qu'il faut... Vous allez vous approcher un peu. Voilà, le message que je vais lancer à l'ensemble de la population malienne, c'est que les uns et les autres acceptent de se faire dépister. Oui. Se faire dépister pour voir si on n'est pas infecté, se faire dépister quand on court les risques. Aussi,
ceux qui sont dépistés positifs, qu'ils acceptent d'adhérer à la maladie, qu'ils acceptent qu'ils ont la maladie. Et tant qu'on n'accepte pas qu'on a la maladie, on ne peut pas correctement se traiter. Oui. Et ceux qui sont sous traitement, il faut qu'ils adhèrent au traitement. Le docteur vous a dit de prendre un comprimé par jour. Au coucher, il faut respecter ce régime. C'est à ce prix-là seulement que vous allez avoir un meilleur état de santé, vous allez limiter la transmission et nous allons aller vers l'élimination du VIH. Et à l'ensemble de la population, tous confondus, qu'on arrête de stigmatiser les personnes vivant avec le VIH ou les personnes suspectes être infectées par le VIH, oui. Et notamment les populations clés. D'accord. Docteur Ba, votre message? Oui, on est tous d'accord que la clé du problème, c'est vraiment le dépistage. Donc on invite les gens à se faire dépister. Dans le propos, docteur Abba l'a dit, c'est-à-dire c'est la crainte de stigmatisation, ouais, que les gens... Du regard de l'autre, que les gens ont, ouais, peur. Ouais. Donc, sur ce plan-là, je crois que le programme est en train de travailler avec les partenaires, les associations de personnes vivant avec le VIH, pour voir comment est-ce qu'on peut lever les obstacles liés aux droits humains. Les cas de violence qui arrivent, donc les cas de viol qui arrivent à ces personnes-là, donc comment on peut les traiter. Et également, on est en train de travailler pour créer un environnement juridique vraiment pour que les personnes vivant avec le VIH puissent bénéficier de protection contre les stigmatisations et contre la discrimination. Okay. Je vais vous surprendre parce que si je vous dis que lors de la dernière enquête de santé et de développement qui s'est tenue au Mali, c'est en 2018, il y a près de 60% des Maliens qui ont dit et qui ont affirmé avoir tenu des propos de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Oui. Et ça, cette stigmatisation, ça se passe à tous les niveaux. De la population, que ce soit dans la famille, hein? Oui, voilà. Que ce soit dans la famille et dans la communauté et même au niveau des structures de soins. Il y a la discrimination un peu partout. Oui. Donc voilà, les associations sont en train de travailler et le programme en est conscient. Et je crois que des actions sont en train d'être posées pour les relever tous ces défis. Ok. Docteur Abba, votre message? L'appel que je lance à la population, d'abord, c'est de se faire dépister. Alors, si la population accepte de se faire dépister, ceux qui vont être positifs, c'est-à-dire d'adhérer au traitement. Le traitement antirétroviral va supprimer la charge virale. Et lorsque la charge virale est supprimée, tu vas vivre correctement comme toute autre personne. Donc, de grâce, de ne pas avoir peur de cette stigmatisation. Mieux vaut être stigmatisé que de mourir. Voilà. Donc cette stigmatisation, vraiment, on ne doit pas la stigmatiser, c'est vrai. Mais si tel est le cas et que tu as le virus dans ton sang, vraiment, il faut accepter au traitement, prendre les médicaments comme ça se doit et vivre sa vie dignement et honnêtement. Okay. C'est l'appel que je lance. Oui, merci. Je pense que le dépistage constitue la clé. Oui. Les stratégies de dépistage vont évoluer. Les stratégies de dépistage aujourd'hui, on commence à avoir l'arrivée chez nous des autotests, oui. C'est-à-dire que c'est comme les tests de grossesse. Vous savez que toutes les jeunes filles savent faire les tests de grossesse. La plupart en ont déjà fait les tests de grossesse dans leur chambre. Et c'est exactement la même chose. Vous prenez votre test, vous le faites. S'il y a 2 bandelettes, c'est que vous êtes positif. Oui. Si il n'y a qu'une seule bandelette, c'est que vous n'avez pas, la maladie. Et c'est exactement ça. Et ça va venir. Ça va rassurer les gens feront leur test. Mais quel que soit alpha, quel que soit le résultat du test, oui. Vous voyez, quand il y a une test de grossesse, quand c'est positif, vous êtes obligé d'aller dans une structure de santé. Oui, pour la confirmation. Soit parce que vous voulez garder la grossesse, oui. Vous allez vous faire suivre, oui. Soit vous ne voulez pas garder la grossesse et vous allez l'enlever. Oui. Et vous êtes obligé d'aller voir les structures de santé. Oui. Donc, les autotests vont venir. Quand ça sera positif, vous êtes obligé d'aller voir les structures de santé pour la prise en charge. Et c'est ça la conclusion. On va s'adapter, on va évoluer là-dessus. Et quand on va connaître son statut, on est traité, on va avoir des charges virales qui sont indétectables et on ne transmettra plus le virus à nos partenaires. C'est sur ces assurances que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui réfléchissait sur la problématique de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali. Vivre
avec le VIH sans infecter son partenaire. Pour développer la thématique, nos invités étaient le professeur Daouda Kassoum Menta du Centre d'excellence adulte du Point G, également Dr Al-Mustafa Maïga, virologue au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, Dr Cheikh Oumar Ba de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Et notre quatrième invité était Dr Yacouba Abakoulibaly du Centre d'excellence pédiatrique de Gabriel Touré. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Regard croisé.